sinon je vais recommencer. Je vais essayer de vous recommencer rapidement, de refaire pour parce que on vient de commencer maintenant l'enregistrement. Donc on va commencer notre cours. Donc on va faire aujourd'hui le cours de paludisme, bien anciennement appelé le malaria. Peut-être plusieurs d'entre vous, ils ont entendu ce terme avant. Le malaria, c'est le mauvais air ou bien la maladie qui cause la mortalité. Donc, c'est une maladie qui est endémique. Donc, ça passe et ça se présente dans tout le continent africain. Elle cause un problème de santé publique parce que la plupart de la population mondiale, elle est exposée, plus de 40% de la population, de morbidité et de mortalité très importante parce que ça cause la mortalité du patient. Et en Afrique, dans le continent africain, déjà, elle tue un enfant sur 20 dont l'âge est avant 5 ans. Je vais vous expliquer après pourquoi c'est surtout cette partie de la population qui, euh, qui est atteinte par la mortalité du paludisme. Et on a plus de 2 millions de morts chaque année dues au paludisme. Donc la définition proprement parasitologique, donc c'est une parasitose due à un parasite. Ce parasite, il affecte les hématies. C'est pour ça qu'on parle d'un hématozoaire, donc un parasitisme des hématies. Le parasite qui est responsable, il est du genre Plasmodium. Comme vous avez vu auparavant, pour la parasitologie, on a le genre et l'espèce. Ici, on a 5 espèces qui sont incriminées dans la pathologie humaine. Dans le genre, c'est le Plasmodium. Cette maladie, elle est transmise par une piqûre de moustique. C'est le genre Anopheles. Ça ressemble à des moustiques qui sont ordinaires, mais c'est un petit peu plus long et plus grêle. Et c'est ce que vous voyez ici, ça, c'est les hématies qui sont affectées par le parasite. Comme vous voyez ici, c'est ça le parasite. Il est très petit, il est érythrocytaire. Et ça, c'est les gamétocytes. Ça, ici, c'est les trophozoïtes. Donc, quand on parle de cet agent causal ou bien l'agent pathogène qui est responsable de la maladie, c'est des hémosporidies, c'est-à-dire qui affectent les hématies. Ils sont dus ou bien transmis par un arthropode vecteur hématophage. Quand on parle de vecteur, ici, c'est la transmission active. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on veut dire par transmission active? Car ça passe une partie du cycle, ça passe chez l'arthropode, chez le moustique. Donc, si on avait juste une transmission passive, c'est-à-dire il va transmettre le parasite d'un hôte à un autre, on parle de transmission passive, on ne parle pas de vecteur. Par contre, ici, on parle de vecteur hématophage. Donc, c'est lié à une partie du cycle évolutif ou bien du cycle du parasite qui vient de se faire à l'intérieur du moustique et en même temps, on parle aussi de vecteur hématophage, donc c'est lié au repas sanguin. Cet arthropode, il a besoin du repas sanguin afin de survivre. Donc, il fait bien sûr, c'est la famille des plasmodidés. Il y en a plus de 140 espèces qui sont connues, mais seulement 5 espèces incluses dans la pathologie humaine. Anciennement, il y en avait juste 4. Maintenant, il y en a une nouvelle découverte. C'est la découverte récente de Néolésie. Le plus redoutable est l'espèce qui est la plus répandue par rapport à quoi? Par rapport à sa gravité, par rapport à qu'est-ce qu'elle fait? C'est-à-dire, elle induit la mortalité du patient, c'est Plasmodium falciparum. C'est pour ça que c'est le premier à être incriminé dans le décès du patient après 48 heures de l'infection. Donc, et bien sûr, pour ce genre, Plasmodium, on a dit, il diffère de morphologie. Donc, selon le stade de cycle, selon la phase cyclique, il va présenter plusieurs morphologies. Il y en a 3 types de morphologie. On a la forme trophozoïde, c'est ça ce que vous voyez ici. C'est un noyau avec un cytoplasme qui est tout à fait autour. C'est la forme trophozoïde qui est intra-érythrocytaire.
La forme gamète aussi, ça, c'est un gamète aussi de plasmodium falciparum. Et on a une autre forme, on parle de schizonte. C'est quoi la schizonte? C'est la forme de multiplication de ce parasite. Donc, on a parlé de l'espèce Plasmodium falciparum qui est la plus redoutable. On en a d'autres espèces, Plasmodium malariae, comme vous voyez ici. C'est la bande équatoriale qui lui caractérise par rapport aux autres. Le Plasmodium vivax est lié à la présence de la forme anéboïde qui lui caractérise par rapport aux autres. Et on a le Plasmodium ovale. Comme vous voyez, c'est des hématies qui sont ovalisées. On a la nouvelle espèce qui est le Plasmodium neolesi. Elle semble de façon pathogénique, c'est-à-dire par rapport à sa pathologie, elle ressemble au falciparum parce qu'elle est potentiellement létale. Elle induit la mortalité aussi du patient. Par contre, quand on parle de morphologie de néolésie, c'est pour ça son nom l'indique, elle était méconnue auparavant, c'est néolésie, récemment connue, elle ressemble beaucoup aux malariés. Par contre, quand on parle de malariés vivax et ovale, ils sont responsables de fièvre, mais c'est une fièvre qui est bénigne. Par contre, quand on parle de falciparum bien néolésie, c'est une fièvre qui est maligne. Donc, ça induit la mortalité du patient. Par contre, pour les autres, dans quelques cas, où on trouve, bien sûr, ou bien c'est rare, mais ça existe aussi, pour le Vivax et l'Ovalé, le décès du patient, mais c'est dans quelques cas. Par contre, généralement, c'est juste une fièvre bénigne. Quand on parle de vecteur, le responsable de cette transmission, je vais vous rappeler rapidement parce que on a besoin de savoir le transmetteur de cette maladie. Donc, c'est surtout, on parle de la femelle qui est hématophage. Par contre, le mâle ici, il n'est pas hématophage. Il se nourrit de sucre fruitier. Qui diffère cet arthropode par rapport aux autres? Vous allez voir dans les autres cours, Inch'Allah, Culex et Aïdes, c'est des vecteurs qui sont responsables de la transmission des filaires. Ici, les critères d'identification de cet arthropode, non seulement que c'est des moustiques qui sont grêles et longs, en même temps, on a la trempe. C'est quoi la trempe? C'est ça, c'est comme si c'était une aiguille de moustique qui sert à la succion de sang avec les palpes. Les palpes, c'est un matériel sensitif, donc ils sont équidistants, c'est-à-dire ils ont la même longueur. Il y en a des antennes aussi. Les antennes, qui font la différence entre la femelle et le mâle. Le mâle ici, il est trop poilu. Par contre, la femelle, elle est glabre, bien plus poilue. C'est ça qui fait la différence entre les deux sexes. Et par rapport aux autres, je répète, par rapport aux autres moustiques et par rapport les autres genres, il n'y en a pas cette équidistance entre trompe et palpe. Donc, il existe plusieurs genres d'anopheles qui sont responsables de, bien sûr, la transmission de paludisme. C'est la femelle qui est incriminée parce que c'est elle qui est hématophage. Elle a besoin de ce repas sanguin afin pour la maturation de ses œufs. La larve de ce moustique, de l'anopheles, elle est aquatique. Donc, parmi les conditions de survie de ce moustique, c'est l'étendue d'eau, d'un simple étendue d'eau, comme vous voyez, une stagnation d'eau. Après la pluie, par exemple, et on aura des empreintes ou des pas d'animal dans la terre. Euh, Ça sert comme un bon étendue d'eau pour la survie de la larve qui est aquatique. La température, bien sûr, ici minimale, elle est de 16 parce qu'il a besoin d'une température plus ou moins élevée et un repas sanguin. C'est pour ça qu'il vit à côté des mammifères ou bien à côté de l'être humain. C'est un petit rappel de survie de ce moustique, de l'Anopheles. Donc, elle a besoin de son repas sanguin afin de, de la maturation de ses œufs. C'est pour ça, après un repas sanguin, elle a besoin d'un gîte, la larve, d'un gîte de repos. C'est quoi un gîte de repos? Elle va se reposer sur, par exemple, une feuille d'arbre, ou bien une feuille de plante, afin de digérer le repas sanguin et en même temps pour la maturation de ses œufs. Après ce repos, elle va, bien sûr, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va éliminer ses œufs, les œufs qui sont dotés de flotteurs. C'est pour ça qu'on a besoin d'un étendue d'eau. Donc, elle va éliminer ses œufs
dans un étendu d'eau, quelle que soit cette étendue. On a dit que même une stagnation de l'eau après une pluie dans une empreinte ou bien d'un pas d'un animal, ça peut donner le développement de la larve. Donc, on a une larve aquatique qui vit à la surface de l'eau et elle va se transformer en nymphe et après ce stade de nymphe, il y aura la transformation en imago, c'est-à-dire l'adulte de ce moustique, de l'anophèse. Comme vous voyez, même les pneus ici, ça sert comme un étendue d'eau pour le développement de ce moustique. Comment ça se fait cette transmission? Elle se fait entre généralement entre 23 heures et 6 heures du matin. C'est surtout la nuit, c'est nocturne, une transmission nocturne, parce que le moustique, elle a besoin bien sûr du calme pour euh, qu'elle aura son repas sanguin. Et avant le lobe, bien sûr. Donc, elle a besoin aussi d'être en contact avec l'homme ou bien les mammifères afin de transmettre. Mais si on parle de l'homme, on parle de la maladie humaine, de pathologie humaine, donc c'est l'homme. Donc, elle a besoin de gîte larvaire. On a dit, n'importe quelle étendue d'eau. C'est ça les modalités de transmission principales pour le paludisme. Mais il existe d'autres modes telle que la transmission congénitale de la maman au fœtus, la maman quand elle sera infectée par la maladie. Bien sûr, quand elle sera infectée par la maladie. Et on a aussi des fois des accidents de transfusion. Euh, euh, Au moment de la transfusion, on peut bien sûr transmettre la maladie. C'est surtout lié s'il y en a une parasitémie très élevée dans le sang du patient. Ou bien par greffe d'organes, c'est surtout lié bien sûr au greffe rénale, mais c'est pas par rapport aux parasites, la présence des parasites, mais c'est par rapport à la présence du complexe antigène anticorps ici. Et on a la transmission accidentelle par rapport au personnel de santé, mais c'est vraiment exceptionnel. Le mode de transmission, le principal, c'est par la piqûre d'insectes, par la piqûre d'Anopheles femelle. Et j'insiste pour ça. C'est la femelle qui est vectrice, c'est pas le mâle. Et comme vous voyez ici, c'est le cycle évolutif, euh, bien sûr, du parasite. On a dit qu'il y en a une partie qui se passe chez l'Anopheles et une partie qui passe chez l'autre, chez l'homme. Donc, on parle ici de stades. On parle de stade de reproduction sexuée qui se fait chez l'insecte, ou bien on parle d'Anopheles, ou bien c'est la multiplication asexuée qui se fait chez l'être humain. On va voir comment, de façon beaucoup plus schématique ici, quand vous voyez, à, à l'occasion d'un repas sanguin, qu'est-ce qu'elle va faire, la femelle qui est hématophage? Elle va transmettre, on va commencer par les stades chez l'homme. On a deux phases. On a une phase hépatique, on a une phase érythrocytaire. Chez l'homme, qu'est-ce qu'il y aura? Inoculation lors d'un repas sanguin de la femelle. Donc, il y aura transmission, inoculation des sporozoïdes. C'est ça les sporozoïdes. Ce que vous voyez, c'est ça la forme. C'est-à-dire c'est la quatrième forme de ce parasite quand il présente la forme de sporozoïde, trophozoïde, schizante et gamétocyte. Donc, cette forme de sporozoïde, c'est elle qui est responsable de l'inoculation chez l'homme. Elle va rapidement acheminer dans le foie pour sa multiplication. On parle ici de phase, comme vous voyez ici, exo-érythrocytaire. C'est-à-dire que ça passe dans le foie. C'est une phase qui est hépatique. Par contre, euh, on a dit il y en a deux phases, une phase qui passe dans le foie et une autre qui passe dans les hématies. Donc, il y aura pour la multiplication, donc il vient de se transformer, il rentre à l'intérieur de la cellule hépatique, dans les hépatocytes, il vient de se transformer, ça donne des mérozoïdes. C'est quoi des mérozoïdes? C'est des noyaux, comme vous voyez ici. C'est la multiplication de noyaux de ce parasite, comme vous voyez, à l'intérieur des hépatocytes. Quand il y aura un nombre bien précis, bien sûr, de ce mérozoïde, il y aura un éclatement des hépatocytes.
Quand il y aura cet éclatement, ça commence ici la phase érythrocytaire. Ces mérozoïdes, ils partent rapidement pour acheminer les hématies, pour affecter les hématies. Ils cherchent rapidement les hématies. Alors, comme vous voyez, donc il y en a pour certains dans la phase hépatique, pour certaines espèces telles que le malarié, vivax et ovalé, ça reste bien sûr des formes à l'intérieur des hépatocytes et ça reste, c'est-à-dire quiescentes et endormies. On va voir pourquoi. Par contre, on parle de corps bleu, c'est-à-dire quand il y en a une multiplication à l'intérieur des hépatocytes, et on a pour certaines espèces, on a dit les trois espèces, malaria, vivax et ovalée, et on a le reste il y en a des formes dormantes qui restent à l'intérieur des hépatocytes, sans faire éclater ces hépatocytes, sans aucune multiplication. C'est la forme de survie très lente. Alors pour les autres, pour la majorité, il y aura une multiplication, éclatement des hépatocytes. Directement, les mérozoïdes vont affecter les hématies rapidement. C'est quoi quand on parle de mérozoïdes? C'est des noyaux et ils vont être accolés à la périphérie de l'hématie, puis ils vont rentrer et qu'est-ce qu'ils vont? Ils vont se transformer en trophozoïdes. C'est quoi un trophozoïde? C'est un noyau avec un cytoplasme qui est tout à fait autour, comme si c'est une forme qui est annulaire, c'est-à-dire comme si c'est une bague. Donc, euh, à l'intérieur de cette hématie, ils vont se développer aussi, donc ils vont se multiplier aussi. Donc, il y aura comme vous voyez, un épaississement, voilà, un épaississement de cytoplasme et en même temps un épaississement du noyau. Il y aura une fragmentation du noyau, donc le noyau va se diviser et le cytoplasme il va englober tous les noyaux. Un cytoplasme, euh, voilà, comme vous voyez, c'est un cytoplasme qui englobe tous les noyaux. À, donc à cette phase-là, on parle de schizonte. C'est quoi la schizonte? C'est-à-dire dès la première division de ce noyau, on parle de la forme schizonte. Dès qu'il se divise en deux, on parle de la forme schizonte. Ici, c'est la forme trophozoïde. C'est-à-dire c'est le trophozoïde. Et ici, c'est la forme de schizonte, c'est-à-dire lors de la multiplication de ce noyau. Quand il y en a la multiplication du noyau. Dès qu'il y aura, bien sûr, un certain nombre, parce que pour chaque espèce, on a un nombre bien précis. C'est-à-dire le falciparum diffère de vivax, de l'ovalée, pardon, et de malarié. Par exemple, quand on parle de malarié, on a un nombre, c'est-à-dire quand il y en a une multiplication de ce noyau, le fait qu'il y aura un nombre de mérozoïdes de 8, maximum 12, donc il y aura éclatement de ces hématies. Donc on aura éclatement de des hématies euh, et le cycle reprend. Il y aura juste un cycle érythrocytaire. Le cycle reprend. Quand il y aura l'éclatement de ces hématies, on aura de façon symptomatologique, qu'est-ce qu'on aura comme signe clinique? Donc, non seulement c'est l'anémie parce que ça va refaire, c'est un cycle qui se refait, et on a une fièvre. À chaque éclatement, c'est-à-dire quand il se termine ce cycle érythrocytaire, ce qui se termine par l'éclatement de l'hématie, on aura un pic fébrile. Donc, le paludisme, il sera responsable d'une fièvre qui est cyclique. On parle de fièvre cyclique, c'est-à-dire qui est qu'elle a une durée. À chaque fois, donc, par exemple, quand on parle, ça diffère selon l'espèce qui est en cause. Quand on parle d'ovalie vivax, c'est une fièvre qui est cyclique. Son cycle est de 48 heures. Donc, chaque 48 heures, on aura un pic fébrile. Puis ça diminue. Puis 48 heures après, il y aura un autre pic. Enfin, on parle de fièvre tierce, c'est-à-dire le troisième jour, on aura le pic. C'est pour ça qu'on parle de fièvre tierce qui est bénigne ici, pour le vivax et l'ovale. Par contre, quand on parle de malaria, c'est une fièvre qui est quarte. Quarte et bénigne en même temps. Donc, pourquoi quarte? Parce qu'il y en a, la durée de ce cycle, elle dure 72 heures. Donc, chaque 72 heures, on aura le pic. C'est-à-dire dans le quatrième jour, on aura ce pic fébrile. C'est pour ça qu'on parle de fièvre qui est cyclique. Donc, selon le cycle, on induit, bien sûr, on vient de conclure, notre signe clinique. On a chez l'homme la phase hépatique et la phase
érythrocytaire, ou bien on parle de phase exo-érythrocytaire et phase proprement érythrocytaire. Donc, selon ceci, il va se répéter plusieurs fois. Donc, il y aura transformation en gamétocyte. Donc, suite, bien sûr, à plusieurs cycles érythrocytaires. On aura des gamétocytes mâles et femelles. Donc, ces gamétocytes vont être pris par le moustique lors d'un autre repas, d'un repas sanguin. L'anopheles va absorber, lors de ce repas sanguin, va absorber ces gamétocytes mâles et femelles. Donc, chez le moustique, il y aura bien sûr la reproduction sexuée. Donc, chez l'homme, il n'y en a pas. C'est juste une multiplication asexuée jusqu'à maintenant. Quand on passe au bien sûr, au moustique, on a à l'anopheles, on aura bien sûr la reproduction sexuée. On aura la liaison entre les microgamètes mâles et les macrogamètes femelles. On aura comme vous avez vu auparavant, voilà. C'est beaucoup plus clair ici chez le moustique, comme vous voyez. Donc, les, on aura la liaison des deux, on aura la forme zygote, puis la forme d'oclinette, et sa dernière, ça va se dérouler dans le tube digestif de l'anopheles. On aura la transformation d'oclinette en oocyste, et ces oocystes, ils vont bien sûr être acheminés dans la glande salivaire des deux moustiques. On parle ici de stade de sporogonie. Donc, ces oocystes sont remplis à l'intérieur de sporozoïdes. Ils vont être acheminés dans les glandes salivaires de deux moustiques lors d'un autre repas sanguin. Donc, elle va bien sûr inoculer les sporozoïdes. Chez l'être humain, bien, c'est surtout, on parle ici de l'être humain. Donc, lors d'un autre repas sanguin, elle va inoculer les sporozoïdes qui existent dans sa glande salivaire. Parce qu'au début, on vient de voir, ça passe dans son tube digestif. Lors, bien sûr, de la transformation en, en oocyste, il y aura, bien sûr, comme vous avez vu, l'acheminement vers la glande salivaire, et on aura la transformation en sporozoïde. S'il vous plaît, est-ce que vous m'entendez encore? Non? Depuis? Est-ce que vous m'entendez maintenant? Merci pour votre réponse. Donc, pour continuer, et si on a des questions concernant le cycle, vous pouvez me le dire. Là, c'est beaucoup plus schématique. Donc, on a deux stades chez l'homme et chez le moustique, chez l'anopheles. Donc, chez l'anophèle, il existe la reproduction sexuée, et chez l'homme, c'est la multiplication asexuée. Donc, chez l'homme, il y en a deux grandes phases. Une phase exo-érythrocytaire, c'est la phase hépatique, et une phase proprement érythrocytaire, c'est-à-dire la multiplication à l'intérieur des hématies. Pour la répartition géographique, c'est-à-dire on peut trouver ce paludisme presque il atteint tous les continents, mais c'est surtout dans la région intertropicale du globe, et avec une température qui est très élevée. Et comme vous voyez, c'est la région tropicale de l'Afrique qui est la plus vaste et qui est la plus concernée, le sud-est asiatique, même le continent américain. Donc, si il se peut se trouver, euh, il peut se trouver le plasmodium dans n'importe quelle zone dans le monde entier, tant qu'il y en a une température élevée et des étendues d'eau, des points d'eau partout. Donc, selon ce type de transmission, bien sûr, de ces zones, on peut induire une transmission de paludisme. Donc, quand on parle de zone holo-endémique, c'est-à-dire il y en a une transmission active toute l'année.
Donc, l'homme, il va acquérir une certaine immunité, comme si c'était un vaccin. Il y en a des rappels. À chaque fois, il va acquérir cette immunité contre le paludisme. Et on parle de paludisme stable. Donc, ici, dans ces zones-là, il ne cause pas beaucoup de mortalité. C'est surtout chez les enfants moins de 5 ans, mais pour les adultes, il n'y en a pas assez. C'est surtout pour les gens qui habitent dans cette zone d'endémie. Mais c'est le même cas pour les zones hyperendémiques. On parle de paludisme stable. Par contre, quand on parle des zones mésendémiques et hypoendémiques, c'est-à-dire soit il y en a une transmission qui est très variable selon elle n'existe pas toute l'année. C'est pour ça qu'on parle d'uniquement significatif. Donc, l'être humain n'est pas toujours en contact avec le paludisme. Sinon, on parle aussi de régions hypoendémiques où la transmission elle est très faible ou bien nulle. On parle de paludisme instable. Et selon les espèces, on a trois types de formes cliniques. Et en même temps, on parle bien sûr, de leur répartition dans le monde entier. Le plus répandu par sa pathologie, c'est le falciparum. Par contre, le vivax, il est plus étendu dans les continents. Dans tous les continents, c'est beaucoup plus le vivax. Par contre, le falciparum, il est responsable de plus d'accès palustre qui est responsable de la mortalité de forme grave. Le vivax, c'est le plus étendu. Par contre, l'ovalé, il existe où il n'y en a pas de vivax, c'est-à-dire où il n'y en a pas de vivax, dans les zones endémiques, bien sûr, de paludisme, il existe l'ovalé. C'est surtout dans l'Afrique de l'Ouest. Le plasmodium malarié, il est très limité, c'est-à-dire il n'y en a pas, il est beaucoup moins fréquent par rapport aux autres espèces, mais il peut exister très longtemps chez l'être humain. C'est-à-dire, s'il affecte un être humain, il peut ne pas, il peut en premier lieu ne pas être symptomatique. Après c'est-à-dire après le séjour de plusieurs années, il peut avoir sa maladie. C'est pour ça qu'on parle de longévité très importante. Donc, pour les falciparum, on a une fièvre tierce qui est manie parce qu'elle induit la mortalité. Pour l'accès, on parle aussi d'accès palustre pernicieux pour le falciparum. Par contre, quand on parle de vivax ovale, c'est une fièvre tierce qui est très bénigne. Bénigne, on vient de voir le pic chaque 3 jours, c'est-à-dire le troisième jour, il y aura un pic fébrile. Pour la fièvre quartz, c'est lié au malarié, c'est-à-dire le quatrième jour, on aura le pic fébrile. C'est un tableau qui est récapitulatif des caractéristiques biologiques de ces espèces, les espèces les plus connues, c'est-à-dire les espèces anciennement connues, surtout le falciparum vivax et l'ovale. Quand on parle de durée exo-érythrocytaire, c'est la durée d'incubation de la maladie. C'est l'incubation. C'est-à-dire, elle est là, il ne cause pas de symptomatologie, jusqu'il y aura un éclatement des hépatocytes, et donc il va affecter les hématies. Il y aura le cycle érythrocytaire pour qu'il y aura les signes cliniques. Donc, on parle de cycle exo-érythrocytaire, c'est la phase hépatique. Pour le falciparum, ça ne dépasse pas les 15 jours. Par contre, pour le malarié, le vivax et l'ovale, ça dépasse beaucoup plus. Et pour le malarié, des fois, c'est 21 jours. Quand on parle de durée de cycle érythrocytaire, c'est la phase érythrocytaire. Pour le falciparum vivax et l'ovale, c'est 48 heures. Et pour le malarié, c'est 72 heures. Pour la phase de reviviscence, quand on parle de phase de reviviscence et longévité, on parle s'il peut avoir, c'est-à-dire le patient, il a fait son palais aujourd'hui, après plusieurs années, est-ce qu'il peut faire ça ou pas? Pour le falciparum, il n'y en a pas d'hypnozoïde et en même temps, il n'a pas le temps. Donc, il est responsable beaucoup plus de mortalité. Même s'il il vit dans ces zones d'endémie, il n'y en a pas, bien sûr, d'hypnozoïde. On va voir qu'est-ce qu'on veut dire par hypnozoïde. C'est la forme dormante. J'ai dit que dans la phase hépatique, il y en a des formes qui restent à l'intérieur des hépatocytes sans rien faire. Il y en a une multiplication très lente. Ça, c'est ça la longévité de ces espèces. Les espèces Plasmodium vivax, ovale et malarié. Ça reste dans les hépatocytes. C'est-à-dire, par exemple, le patient, il a fait sa maladie aujourd'hui, il peut faire ça, il peut refaire la maladie après 5 ans
Et pour le malaria, ils ont décrit jusqu'à 20 ans après le premier épisode de la forme aiguë de la maladie, il peut avoir le paludisme. C'est pour ça qu'on parle de forme hypnozoïde, c'est la forme dormante qui reste quiescente à l'intérieur des hépatocytes. Pourquoi on a décrit la transmission de la maladie selon les zones? On a des zones endémiques et d'autres non, hypo-endémiques. C'est lié, on a dit qu'il y en a deux. On parle de paludisme stable et d'autres qui n'est pas stable, instable. C'est lié à quoi? C'est-à-dire lié à l'immunité de la personne. C'est vrai, ça va acquérir une immunité qui n'est pas stérilisante, c'est-à-dire qu'il ne va pas acquérir cette immunité toute sa vie, comme si c'était un vaccin. On vient de faire aujourd'hui, on va faire des rappels, c'est pour ça qu'on parle de paludisme stable, c'est-à-dire dans ces zones où il y en a le palu, il y en a toujours des rappels par les piqûres de l'anophèle. Il y en a toujours cette transmission. Donc il y aura, qu'est-ce qu'il y aura? Un équilibre entre le parasite et l'hôte. Donc il y en a comme si en premier lieu cette piqûre, puis il y aura toujours des rappels parce qu'il existe dans cette zone. Qu'est-ce qu'il va faire ce parasite? Comme s'il va faire un accord avec son hôte. Il va vivre dans l'hôte et en même temps, il va pas donner beaucoup de dégâts. Il n'y aura pas de dégâts pour le patient et donc ils vont arriver à avoir un accord entre eux, l'équilibre entre hôte et parasite. Et cet équilibre, il va être acquis acquis après 5 ans d'exposition. C'est-à-dire qu'il doit vivre dans cette zone d'endémie au moins 5 ans pour qu'il y aura cet équilibre entre hôte et parasite. Donc, on peut induire pourquoi il est très fatal pour les enfants moins de 5 ans. C'est dû à l'exposition. Au début, c'est fatal. C'est-à-dire que ça donne la maladie et de forme aiguë et ça peut causer bien sûr des dégâts dans le corps humain. C'est pour ça on peut avoir la mortalité des enfants moins de 5 ans. C'est surtout entre 12 et 24 mois, c'est-à-dire jusqu'à 2 ans. Après 2 ans, c'est plus ou moins supportable par l'enfant. Mais avant 2 ans, ça peut induire bien sûr des formes qui sont fatales. Surtout pour les enfants moins de 5 ans, pour la femme enceinte deuxième et troisième trimestre, pour les splénectomisés. Pourquoi? Parce qu'on a dit que la rate, c'est quoi? C'est là, comme si c'était un cimetière. Cimetière des globules rouges et des globules blancs. Donc, c'est la rate déjà qui indique d'exposition du patient par rapport vis-à-vis au paludisme. Donc, tant qu'il y en a toujours bien sûr, cette exposition, la rate, elle va augmenter de taille. On parle d'indice splénique ou bien indice palustre. C'est la rate. C'est-à-dire, la flèche, quand on fait la flèche splénique, elle est augmentée de volume, elle est augmentée de taille. On parle qu'il est longtemps exposé à la maladie. On revient à la prémunition, c'est-à-dire c'est une immunité qui est acquise vis-à-vis au paludisme. Elle est aussi grave par rapport à quoi? C'est-à-dire le sujet qui était exposé, par exemple, un sujet qui fait partie de cette zone endémique, il vient de quitter son pays, qui quitte son pays, donc aussi c'est le cas de l'immunité. Donc cette immunité, il va la perdre. Cette prémunition, il va la perdre au cours des années après. C'est-à-dire euh, tant qu'il est dans son pays, il ne craint rien. Tant qu'il quitte son pays, il doit prendre une chimioprophylaxie. C'est-à-dire quand il revient à son pays, comme s'il n'était jamais, comme s'il n'a jamais acquis une immunité contre le paludisme. C'est pour ça qu'on parle d'une prémunition qui n'est pas stérilisante. C'est-à-dire il ne va pas acquérir cette immunité toute sa vie. Tant s'il quitte son pays, ça y est, c'est bon. Et on n'a pas d'immunité vis-à-vis au palu. Donc quand il revient, c'est comme si au début, il va acquérir c'est-à-dire il peut avoir la même forme de gravité par rapport à d'autres personnes qui n'ont jamais acquis une immunité contre le paludisme. Donc, la rate, ça reste un témoin pour l'exposition vis-à-vis au palu. Quand on parle de
on récapitule, en résumant, c'est quoi la notion de prémunition? C'est une immunité qui est acquise vis-à-vis le paludisme. C'est un équilibre entre hôte et parasite. C'est une immunité qui n'est pas stérilisante, c'est-à-dire qu'elle ne dure pas longtemps, et elle est acquise durant 5 ans. Ça, qu'est-ce qu'elle peut induire comme conséquence? Une résistance à la réinfection. C'est-à-dire, ça y est, c'est bon, il a acquis un certain niveau de parasitémie, donc si on a même une autre réinfection, donc il est résistant. Le patient, il sera résistant. Et en même temps, il va contrôler son niveau de parasitémie. Il n'y aura pas un niveau très élevé dans son sang périphérique. Et on n'a pas assez de parasites dans son sang périphérique. Symptomatologiquement, au début de ça, on parle de la primo-invasion, c'est-à-dire pour un sujet, la première fois qui est atteint par le paludisme, par le plasmodium, on aura un embarras gastrique fébrile, comme si elle ressemble un petit peu à une gastro-entérite, mais avec une fièvre très élevée. On passe à l'accès palustre simple, c'est-à-dire s'il s'agit bien sûr de Vivax, l'ovalée, même de malarié, on aura la triade de frisson, chaleur, sueur et même une splénomégalie. Donc pour ces espèces, on aura, si on traite rapidement, donc la forme elle sera bénigne et ça va engendrer la guérison du patient. Par contre, pour le falciparum, c'est induit la gravité. Dans les heures qui suivent, directement, ça peut induire le coma pour le patient. En récapitulant, en conséquence, donc le diagnostic du paludisme est une urgence médicale. Toute fièvre chez un patient de retour d'une zone d'endémie, c'est du paludisme. Est un paludisme jusqu'à preuve du contraire. C'est-à-dire n'importe quel patient qui a fait son séjour dans une zone d'endémie où il existe le paludisme, c'est un paludisme. Jusqu'à le contraire, c'est-à-dire jusqu'à preuve du contraire. On doit chercher le palud, puis on cherche autre chose. Pourquoi on doit chercher le palud immédiatement? Pourquoi? Parce que ça, on a dit pour l'espèce falciparum, induit la fatalité du patient, c'est-à-dire le décès du patient rapidement. C'est pour cela on doit faire notre diagnostic dans l'immédiat afin de traiter le patient. C'est-à-dire pour au moins avoir un pronostic vital plus ou moins euh, conservé. On a dit quand on parle de Plasmodium falciparum, on parle d'une fièvre tierce qui est maligne. On parle d'accès pernicieux. Ou bien c'est le paludisme qui est grave. Grave chez qui? Chez le voyageur. Le voyageur, c'est-à-dire la personne qui vient d'acquérir la première fois sa maladie, la première fois qui vient de bien sûr voir ce pays, le pays où il y en a la zone d'endémie de paludisme. Par exemple, comme vous avez peut-être entendu par les gens qui ont parti en Brésil, lors bien sûr euh, au moment il y en avait la Coupe du Monde concernant le football, il y en avait plusieurs personnes qui étaient atteintes par le paludisme. Les personnes qui n'ont pas fait, bien sûr, leur chimioprophylaxie, c'est-à-dire avant de partir à ces zones d'endémie, on doit avoir notre chimioprophylaxie. C'est quoi? C'est-à-dire la prévention. On doit avoir un traitement qui est pris, des médicaments qui sont pris tout le long du voyage, pour ne pas être affecté par la maladie. Même si on est affecté, ça sera bien sûr de conséquences moins graves. Donc, c'est pour cela qu'on parle de notion de séjour, c'est-à-dire les gens qui voyagent dans les zones d'endémie, ça reste le paludisme, une maladie grave. Pour les expatriés, on parle ici des gens qui ont quitté leur pays et ils sont revenus. Ils ont quitté après. On a dit tant qu'il reste dans son pays, il va acquérir bien sûr la prémunition. Tant qu'il quitte son pays, il va perdre cette prémunition. C'est-à-dire quand il rentre à son pays d'origine, il va quitter, bien sûr, il va perdre cette prémunition. Donc, comme si c'est de nouveau qui vient d'acquérir la maladie. On parle d'expatrié.
Pour les jeunes enfants moins de 5 ans, on a dit parce que la prémission, elle va être acquise pendant les 5 ans. C'est-à-dire que ça sera grave pour les enfants moins de 5 ans. Et pour les femmes enceintes, c'est surtout les premiers pas, deuxième et troisième trimestre. Parce que la grossesse, elle affaiblit la femme. C'est pour ça qu'on parle de ici, ça sera grave pour les femmes enceintes. Ça peut induire cliniquement quoi? Un dysfonctionnement métabolique et un dysfonctionnement au niveau de certains organes. Cliniquement, qu'est-ce qu'on peut avoir? Bien, on a dit qu'il y en a un cycle hépatocytaire et un cycle érythrocytaire. Donc, quand on parle de phase érythrocytaire, c'est un cycle qui est rythmé. C'est-à-dire on aura toujours une durée de cycle qui dure 3 jours pour la fièvre tierce, c'est-à-dire pour Vivax et Ovalé et Falciparum. Pour le malarié, c'est 72 heures. Donc, elle peut être responsable d'une anémie grave chez le patient, avec une cytopénie. Pour la rate, on a dit que c'est la cimetière, donc on aura une splénomégalie, et c'est elle qui est l'indice, l'indice splénique, on parle d'indice splénique, qui est bien sûr, qui nous révèle l'exposition du patient par rapport au paludisme. Pour le foie, on aura bien sûr, on a quelques troubles métaboliques, c'est surtout des troubles métaboliques. Pour donc on aura aussi des troubles rénaux, on peut avoir une détresse respiratoire, même une acidose ou bien une hypoglycémie. À la longue, qu'est-ce qu'on pourra avoir comme c'est surtout pour le falciparum, je dis c'est pour le falciparum, pas pour les autres espèces, on aura le neuropaludisme. C'est quoi le neuropaludisme? Donc on a dit que c'est des hématies qui sont affectés par ce parasite. Il y en a plusieurs hématies qui sont affectées. Comme vous avez vu, il y a une image précédente de la morphologie de Plasmodium. Donc plusieurs hématies qui sont affectées par ce parasite. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Donc, ils vont mettre l'antigène dans leur paroi. Ils vont exposer leur antigène dans leur paroi. Il y aura une agglutination, c'est-à-dire, ou bien une agglomération aussi. Ces hématies vont bien sûr se lier entre elles-mêmes. Donc, elle peut donner l'aspect d'une rosace, ou bien elle va accoler aux parois de la veine. Bien sûr, qu'est-ce qu'il y aura? Elle va complètement boucher la veine ou bien l'artère. Donc, il y aura une diminution du flux sanguin. Elle peut causer en premier lieu l'ischémie de la zone cérébrale, de certaines zones cérébrales, puis bien sûr une nécrose due bien sûr à la diminution du flux sanguin. Donc c'est pour ça que ça commence juste par une fièvre, mais après il y aura l'installation des convulsions, coma, des troubles de conscience, troubles du tonus, et lié aussi à l'anémie, on a une anémie, une oligurie liée à la diminution du flux. Généralement, c'est la mortalité sans traitement. Si on a le traitement est acquis dans le moment qui suit, on aura une régression sans séquelles chez l'adulte, mais malheureusement chez l'enfant, ça reste des séquelles graves parce que ça touche le cerveau et ça peut donner un retentissement grave chez les enfants. Et on a toujours ça reste des séquelles pour l'enfant. Par contre, chez l'adulte, ça peut régresser sans séquelles. Bien sûr, s'il survit. Généralement, même si on induit un traitement à temps, mais ça reste toujours grave. On a d'autres formes particulières de plasmodium, de paludisme. On a la forme c'est particulière, c'est pas grave, mais là on parle de particularité parce que soit c'est une partie de la société qui est atteinte. Quand on parle de paludisme viscéral et évolutif, c'est surtout les enfants moins de 5 ans et les femmes enceintes dans les zones d'endémie. C'est des infections palustres qui sont répétées. Il n'y en a pas de chimioprophylaxie, on n'a pas de traitement. Donc, il y en a l'anémie qui s'achève en premier. Donc, en premier lieu, on a l'anémie euh, comme signe clinique qui apparaît. On a d'autres formes telles que la fièvre bilieuse hémoglobinurie. C'est dû au Plasmodium falciparum. C'est surtout la fièvre élevée et l'hémoglobinurie qui est macroscopique, c'est-à-dire on vient de voir des, euh,
des urines qui sont colorées et ça peut induire un état de choc chez le patient. C'est dû au Plasmodium falciparum. On a aussi la splénomégalie palustre hyperimmune. C'est lié aux adultes qui vivent dans les zones d'endémie. Ils vont acquérir, bien sûr, cette splénomégalie qui est très volumineuse. J'ai dit que c'est l'indice, on parle d'indice splénique, qui induit, bien sûr, qui traduit l'exposition de l'hôte vis-à-vis au palud. On a d'autres formes cliniques chez l'enfant. On a dit toute convulsion fébrile au retour d'une zone d'endémie, c'est du paludisme, parce qu'elle est très fatale chez les enfants de moins de 2 ans. Elle donne une anémie très grave. C'est une convulsion fébrile avec une anémie très grave. Pour les 2 à 5 ans, ça reste un accès palustre grave. Pour les femmes enceintes, pourquoi on a parlé de gravité et la prémunition ici, on parle pas aussi de prémunition, mais de gravité chez la femme enceinte. Ça dépend, bien sûr, si elle a acquis sa prémunition ou pas. Donc, si elle n'a pas vraiment acquis sa prémunition, et on peut avoir un avortement. Si c'était une prime part, ça induit la gravité de la maladie chez elle. C'est surtout chez les primipares qui sont jeunes. Donc, ça peut induire, bien sûr, la mortalité aussi de la patiente par la gravité, c'est-à-dire par les conséquences métaboliques ou bien organiques de la maladie. Et en même temps, bien sûr, l'âge de grossesse de troisième trimestre, où il y aura, bien sûr, aggravation de l'anémie. C'est pour cela, ça peut induire un état fatal pour tout le corps de la femme enceinte. Et bien sûr, qui peut induire aussi la mortalité de la patiente s'il y en a une comorbidité avec le VIH, le sida. Il y en a d'autres formes cliniques. On parle de paludisme transfusionnel lors d'une transfusion, bien post-transplantation, et même un paludisme sous chimioprophylaxie. Pour moi, le paludisme sous chimioprophylaxie, c'est le plus grave. Pourquoi? Parce quand on parle ici de paludisme sous chimioprophylaxie, c'est des sujets qui ont eu leur chimioprophylaxie, ont eu leurs médicaments afin de prévenir le paludisme. Donc, on aura, quand on fait un interrogatoire, par exemple, le patient, il répond qu'il a pris sa chimioprophylaxie. Donc, il peut écarter le paludisme. Alors, cette chimioprophylaxie n'est pas acquise, elle n'est pas induite vraiment selon l'espèce en cause. Des fois, on donne de la chimio-prophylaxie qui n'est pas visée l'espèce en cause, c'est-à-dire qui n'est pas visée pour cette zone endémique. Parce on a dit, il y en a des zones endémiques. Pour chaque zone, on a une espèce qui est responsable. Quand on parle de chimioprophylaxie pour le falciparum et pour le vivax, c'est différent. C'est pas la même chose. C'est-à-dire quand on donne un traitement pour prévenir la maladie, dans une zone où il existe le falciparum, on donne un traitement pour le vivax, ça marche pas. Ça peut induire la mortalité aussi du patient. Et on passe à côté parce que le patient dit qu'il a pris sa chimioprophylaxie. Donc, et on a ici, c'est le diagnostic différentiel avec le paludisme. C'est la babésiose et la télériose. C'est des maladies qui ressemblent beaucoup au paludisme, mais bien sûr, de contextes cliniques très différents et même dans la forme de transmission, elle est très différente. C'est-à-dire dans l'épidémiologie, elle est différente. Mais ce qui est semblable, c'est la forme lors d'un frottis sanguin. Donc, les gens peuvent croire que c'est du plasmodium, alors c'est du babésian, bien tellérien. Quand on parle de babésiose ou bien de télériose, c'est des maladies parasitaires qui duent à un parasite qui se développe aussi à l'intérieur des hématies. C'est pour cela que ça peut confondre avec le plasmodium. Ça ressemble, mais de façon épidémiologique et contexte clinique, c'est plus ou moins différent. Plus ou moins, mais pour les deux maladies, ça induit une fièvre. Mais cette fièvre qui n'est pas cyclique. C'est pour ça qu'il faut être vigilant. Quand on demande concernant le paludisme, c'est une fièvre qui est cyclique, qui dure chaque durée, c'est-à-dire selon la durée, on aura un pic. On aura l'espèce en cause aussi. Soit c'est 72 heures, soit c'est 48 heures. On aura un pic fébrile. Par contre, pour babésiose et télérose, c'est une fièvre élevée. Pour babésiose,
Elle touche généralement les immunodéprimés, les gens qui sont plus de 50 ans. Des fois, c'est pnéumoclinisé et dû à la transmission, elle se fait par des tiques. C'est pour ça, c'est une maladie liée aux forestiers, c'est-à-dire les gens qui, qui passent dans les forêts, les chasseurs, et c'est une maladie qui passe chez les bovins surtout. Donc, c'est pour cela qu'il y en a une certaine différence. C'est par les piqûres de tiques. Les tiques, c'est les exodidés qui sont responsables. C'est des tiques dures avec un écusson. Et la transmission, ça se fait en transovarienne et transstadienne, c'est-à-dire vers les descendants de l'œuf vers la nymphe et, bien sûr l'adulte. Pour la babésiose et la téléréose en même temps. Pour la téléréose, on a un stade qui n'existe pas ni chez le paludisme ni pour la babésiose. On a un stade lymphocytaire qui est pré- et rétrocytaire, c'est-à-dire avant de passer aux hématies, il passe par la lymphe. Pour la babésiose, on n'a pas un stade hépatique. Directement, ça passe par le sang. Mais le problème pour la babésiose et la téléréose avec le paludisme, c'est lors d'un frottis sanguin. C'est-à-dire, on peut, et on a des images ou bien des stades, on peut bien sûr confondre avec le plasmodium. Comme vous voyez ici, on a des stades voilà, annulaires. La morphologie annulaire, où il existe un noyau avec un cytoplasme, ça ressemble beaucoup plus au plasmodium falciparum. Pour la télériose, elle donne presque un contexte clinique semblable au falciparum parce qu'elle touche aussi les immunocompétents que les immunodéprimés. Mais j'ai dit et je redis, c'est beaucoup plus pour les forestiers. Et ça se transmet par des tiques. Ici, c'est surtout ici, l'hyaloma. C'est pas par une transmission de moustiques, c'est par la transmission de tiques. Et c'est pour les gens, les forestiers, pour les gens qui passent dans les forêts. Et c'est surtout si c'est une maladie bovine. C'est pas des maladies humaines. L'être humain, il est exceptionnellement atteint ou bien rarement atteint. Le paludisme, ça reste une maladie c'est une maladie qui est grave. C'est pour cela ça induit l'urgence de la maladie, l'urgence du diagnostic. On doit faire un diagnostic rapide et urgent afin d'établir le traitement et sauver le pronostic vital. Sinon, on peut perdre notre patient. C'est surtout par rapport au falciparum, je parle ici. Par rapport au vivax innovalet, c'est induit rarement, mais ça n'empêche pas d'engendrer rapidement le traitement. Donc, comment peut-on faire notre diagnostic? Il y en a des éléments d'orientation. C'est quoi les éléments d'orientation? C'est à base d'interrogatoire, d'un bon interrogatoire, c'est-à-dire on doit bien sûr demander au patient s'il en a une notion de séjour ou pas, dans les zones d'endémie, est-ce qu'il a pris une chimioprophylaxie ou pas, qu'est-ce que, bien sûr, si le patient il arrive à parler, sinon on parle avec son entourage. Et cliniquement, on a dit soit c'est l'anémie, la fièvre, c'est le premier symptôme qui est révélateur du paludisme, une fièvre qui est cyclique. Mais pour le falciparum, on ne peut pas attendre 48 heures pour voir est-ce que ça diminue ou pas. On doit faire dans l'immédiat notre diagnostic. Donc, le fait d'avoir une fièvre avec une splénomégalie, une fièvre avec sueur, chaleur, des fois c'est induit le coma du patient, on doit penser au paludisme. Biologiquement, bien sûr, on a l'anémie en premier lieu qui s'installe. Puis, on peut avoir d'autres dysfonctionnements. On a des dysfonctionnements métaboliques, hypoglycémie, une acidose métabolique. Ils peuvent s'installer directement après l'affection du patient. Donc, tant que c'est un diagnostic d'urgence, qu'est-ce qu'on doit faire? Allez, on a les éléments d'orientation, on doit faire le diagnostic rapide au laboratoire. Le diagnostic de certitude en parasitologie, c'est la mise en évidence du parasite en lui-même. C'est la mise en évidence du plasmodium dans les hématies. C'est pour cela l'OMS a distingué deux techniques de référence, c'est-à-dire pour confirmer ou
infirmer qu'il n'y en a pas de paludisme, on doit faire ces deux techniques, la goutte épaisse et le frottis sanguin. Pour ces deux techniques, on doit avoir un prélèvement. On doit faire un prélèvement de sang chez l'autre qui est atteint, chez l'homme qui est atteint. Ce prélèvement, ça se fait par deux méthodes. Soit recueillir, bien sûr, par une piqûre au doigt, et c'est surtout ça se fait pour le dépistage. C'est-à-dire on ne le fait pas en cas de patient dans un milieu hospitalier. C'est-à-dire c'est surtout pour le dépistage. Euh, mais c'est-à-dire chez un sujet qui est hospitalisé, on doit faire un prélèvement dans un tube EDTA. Pourquoi le tube EDTA? Parce qu'on a besoin des formes érythrocytaires. Le tube EDTA, bien sûr, il y en a un anticoagulant dans ce tube. C'est-à-dire si on fait dans un tube sec, on n'aura pas des hématies. On aura du sérum. Par contre, on a besoin des hématies afin de voir le parasite. Le parasite, il est intra et rétrocytaire. Ces deux techniques, quand on parle de, bien sûr, de frottis sanguin, bien de goutte épaisse, ça reste les deux techniques de référence afin d'observer au microscope les formes parasitaires. Donc, pour la goutte épaisse, ça reste 24 heures. Pour le frottis sanguin, ça ne dépasse pas les 2 heures. Comment peut-on réaliser ces deux techniques? Quand on parle de goutte épaisse, c'est pas une grande goutte, mais c'est une petite goutte. On doit la mettre au centre, bien sûr, d'une lame. On va faire des mouvements centrifuges, c'est-à-dire on va euh, faire ces mouvements à travers du centre vers la périphérie. On va épaissir cette goutte. Et en même temps, on va faire éclater des hématies afin de libérer les trophozoïdes qui sont à l'intérieur des hématies. Donc la goutte épaisse, son objectif, c'est de faire éclater les hématies et libérer le parasite. Ce que vous voyez ici, tout ça, c'est des parasites. Le parasite, il est comment ici? La forme trophozoïde. C'est un noyau avec un cytoplasme et avec une coloration au Guillemsa. On fait une coloration au Guillemsa. Et en même temps, c'est une fixation. C'est-à-dire le fait de faire éclater les hématies, de faire ce mouvement du centre vers la périphérie, on va faire éclater les hématies et on va fixer en même temps sur la lame. On va la fixer sur la lame et on va faire bien sûr une coloration au GMSA. Cette coloration qu'elle va nous permettre de voir le noyau en rouge vif ou bien un mot foncé et un cytoplasme en bleu. Qu'on voit ici, un cytoplasme qui n'apparaît pas vraiment clair. Ça, c'est pour révéler la positivité ou bien la négativité du prélèvement. C'est-à-dire, si on dit c'est présent, on ne peut pas identifier l'espèce, mais c'est juste de dire oui ou non. Ça existe ou ça n'existe pas. C'est-à-dire, si on trouve bien sûr, si on trouve un gamétocyte qui est bien sûr caractéristique, comme celui de Plasmodium falciparum, c'est un gamétocyte en banane ou bien en croissant, c'est caractéristique de l'espèce Plasmodium falciparum. Donc, ça peut donner le diagnostic. Identification, bien sûr, de l'espèce en cause. Par contre, pour les autres, c'est juste la confirmation ou bien l'infirmation du diagnostic. Pour le frottis sanguin, c'est une petite goutte qui est bien sûr dans la périphérie. On va l'étaler tout le long de la lame. Comme vous voyez ici, on va avoir une petite queue, c'est-à-dire où il y en a moins de sang. Et les hématies sont pas disposées l'une sur l'autre. Et ici, c'est-à-dire c'est une disposition des hématies l'une sur l'autre. Par contre, ici, dans la queue, c'est pour ça qu'on fait un étalement afin d'amincir notre frottis. On va voir au microscope, c'est surtout dans la queue du frottis. C'est un frottis qui va être fixé avec l'alcool et on va le colorer avec le Giemsa. Giemsa qui sert comme colorant, le meilleur colorant dans ce cas-là, et ça va nous permettre de voir les différents stades morphologiques du parasite, soit un trophozoïde, soit un schizon, soit une schizon, soit des gamétocytes. Le trophozoïde, on a dit, c'est la première forme qui peut infecter les hématies. C'est un noyau avec un anneau. Cet anneau,
le cytoplasme qui est tout à fait autour, soit c'est une schizonte qui est la forme de multiplication du parasite, soit c'est des gamétocytes, comme vous avez vu ici, c'est les gamètes, c'est les gamétocytes de Plasmodium falciparum. Donc, c'est comme vous voyez, c'est à l'intérieur des hématies. Pour le frottis sanguin, on va conserver les hématies. On va voir le parasite à l'intérieur des hématies. Donc, pour le frottis sanguin et la goutte épaisse, ça reste les méthodes de référence et on doit les faire devant n'importe quelle suspicion de paludisme. On a d'autres, on va voir les autres techniques. Mais avant, je vais vous définir un petit peu une petite comparaison entre la goutte épaisse et le frottis sanguin. La goutte épaisse, la réalisation, elle est plus ou moins longue. J'ai dit, on va la laisser sécher pendant 24 heures à température du laboratoire ou bien 1 heure dans les tubes. Il y en a une certaine difficulté pour l'identification de l'espèce. On dit soit c'est positif, soit c'est négatif, parce qu'on ne vient pas de voir les stades intra-érythrocytaires, mais c'est le parasite qui est libéré. Donc, mais ça concentre très très bien le parasite. Par contre, pour le frottis sanguin, on peut évaluer le niveau de la parasitémie, c'est-à-dire on peut décrire la parasitémie, la réalisation plus ou moins rapide par rapport à la goutte épaisse, c'est-à-dire dans les 1 heure, c'est-à-dire on aura maximum 40 minutes, entre 30 et 40 minutes de coloration, on pourra donner les résultats du diagnostic. Ça peut donner le diagnostic de stade parce qu'on a dans toutes les hématies, les formes des hématies, les différentes formes de parasites à l'intérieur des hématies. Donc, ça peut définir l'espèce en cause. C'est ça ce qu'on vient de voir. Ici, ce que vous voyez ici, voilà, ça c'est de façon schématique et c'est ça ce qu'on vient de voir au microscope. C'est au grossissement 100 avec bien sûr l'huile qu'on peut observer ces formes-là parce que c'est très petit et ici c'est la première forme. On a dit pour la forme, la première forme et le premier stade, c'est la forme trophozoïde. Pour le falciparum, il est caractérisé par la forme euh, en bracelet, soit on parle de bracelet arabe ou bien bracelet berbère. Il y en a 2 noyaux avec un cytoplasme. Par contre, pour toutes les autres espèces, il existe juste un seul noyau avec un cytoplasme qui est tout à fait qui est autour. Ce que vous voyez en bleu, ça en bleu, c'est la coloration. Durant la coloration au Guillemson, bien sûr, on aura un noyau qui est coloré en mauve foncé ou bien en rouge vif avec un cytoplasme qui est bleu. Pour le falciparum, on peut avoir quelques taches au niveau de l'hématie. On parle de taches de Maurer qui sont en pièces de monnaie. C'est des taches, ce sont de grandes taches. Ça aussi, c'est le trophozoïde âgé. On a des trophozoïdes qui sont jeunes et trophozoïdes âgés. Pour le falciparum, on a la notion de pluriparasitisme et euh, le pluriparasitisme, c'est-à-dire on parle d'hématies qui sont infectées de plus d'un trophon. C'est-à-dire qu'il y en a plusieurs à l'intérieur de la même hématie. Comme vous voyez ici, il y en a plusieurs. C'est la pluri-infestation et le polyparasitisme. Donc, il y en a plusieurs hématies qui sont affectées et à l'intérieur de chaque hématie, on a plus d'un trophon qui est à l'intérieur d'une hématie. Ça, c'est les caractéristiques de Plasmodium falciparum. On a des gamétocytes qui sont en forme de croissant ou bien en forme qu'on voit en cigare. Pour la coloration, c'est la coloration bleue du cytoplasme pour la femelle et le mâle, c'est la coloration mauve. Pour la forme schizonte, c'est la multiplication, comme vous voyez ici, des mérozoïdes qui dépassent les 24 mérozoïdes à l'intérieur d'une hématie. Donc, ces hématies qui sont affectées par le falciparum en stade de schizone, on ne va pas les voir dans le sang périphérique parce qu'il n'a pas le temps de se multiplier dans le sang périphérique. C'est-à-dire à l'occasion d'un prélèvement, on ne peut pas les voir. Ça passe dans les petites veines, comme j'ai dit, ça peut révéler dans les petites veines, dans les organes, tels que les petites veines dans le cerveau, les reins aussi, mais ça ne se multiplie pas dans le sang périphérique.
Et comme ici pour le vivax, il est caractérisé par les granulations de chou-fleur. Ici, on a vu des, pardon, ici on a vu des taches. Par contre, pour celle-ci, on a des granulations, c'est des petits points. Des petits points, on parle de granulation de chou-fleur qui caractérisent le vivax et l'ovale. C'est-à-dire, c'est des petits points qui existent dans l'hématie. C'est pas le cytoplasme du parasite, mais c'est dans l'hématie. Le vivax, il est caractérisé par son trophozoïde âgé. On a dit la première forme, c'est le trophozoïde. Ce trophozoïde, il va se multiplier pour donner la forme de schizonte. C'est un épaississement du noyau, un éclatement de le cytoplasme. Donc, dès qu'il y aura l'épaississement et l'éclatement de cytoplasme, un cytoplasme qui est disjecté, on parle de la forme améboïde. C'est une forme qui se trouve juste dans l'espèce vivax. Par contre, pour les autres, il n'y en a pas. Ici, il y en a des granulations de chou-fleur. Dès qu'il y aura, bien sûr, la division du noyau, on parle de schizonte. Ici, comme vous voyez, il y en a deux noyaux. Il y en a un cytoplasme qui regroupe le tout. Donc, on parle de schizonte. Quand on parle de schizonte mûre ou bien mature, c'est bien sûr, comme vous voyez ici, le nombre de mérozoïdes qui est accompli. Et chaque mérozoïde, il va être entouré de cytoplasme qui est prêt à être libéré. Après l'éclatement de l'hématie, chaque mérozoïde, il va affecter une hématie. Vous voyez le nombre. Un nombre très élevé, qui est un nombre très élevé. Pour le vivax, il ne dépasse pas les 16. Donc, pour le falciparum, c'est le plus nombreux, c'est entre 16 et 24. Pour le vivax, c'est entre 12 et 16. Pour l'ovalé, c'est entre, pardon, pour le malarié, c'est entre 8, ne dépasse pas les 12. 12, 16, c'est l'ovalé. 16, 24, c'est le vivax. Et plus de 24, c'est le falciparum. Vous voyez les gamétocytes ici, il y en a, et ça ressemble, pour les gamétocytes, ça ressemble à un trophozoïde. Comme vous voyez, un noyau qui est accolé à son cytoplasme. Ça ressemble, mais c'est beaucoup plus grand. C'est beaucoup plus grand. Le noyau, il est accolé à son cytoplasme. Pour l'ovalie, il ressemble beaucoup plus au, euh, comme vous avez vu, le vivax, par les granulations, la présence de granulations de chou-fleur. Il a une forme, d'où son nom déjà l'indique, c'est ovalé, c'est l'ovalisation des hématies. Les hématies sont ovalisées. On a une forme, donc bien sûr, quand vous voyez, c'est les extrémités qui sont disjectées, comme si c'est on parle d'extrémité qui est dentelée, ou bien disjectée pour l'ovalé. C'est une forme qui est ovalisée avec, comme vous avez vu, on a les trophozoïdes, c'est semblable au falciparum et le vivax, mais la différence, c'est dans la forme qui est ici ovalisée et le nombre de mérozoïdes. Ça dépasse les 8 ici. Pour l'ovalé, ça dépasse les 8. Pour le malarié, ça reste aux 8. Et les gamétocytes, vous voyez, c'est trop grand. On a des taches noires ici, à l'intérieur on parle des taches d'hémozoïdes, ce qui marque la dégradation de l'hématie. Pour le malaria, ces taches noirâtres, les mosaïques, c'est la dégradation, c'est pour ça on vient de voir ces taches dès le premier stade, c'est-à-dire le stade de trophozoïde. Pourquoi on vient de les voir? Parce que le malaria, les, il affecte les hématies qui sont bien sûr âgées. Par contre, le vivax et l'ovalé, ça affecte les hématies qui sont jeunes. Pour le malarié, non, c'est les formes qui sont âgées. Il est caractérisé par deux formes. Le Sharp équatorial, comme vous avez vu ici, c'est une forme où il y en a le cytoplasme en forme, comme vous avez vu, c'est étalé comme si c'était un écharpe avec un noyau qui est fin et étalé, ce que vous voyez en rouge.
Donc, on parle de ce qu'ils ont de mûr. Ici aussi, il y a les caractéristiques pour le malarié. C'est comme si c'est une fleur. On parle de marguerite. Il y en a 8 mérozoïdes. Et chaque mérozoïde, il est individualisé par un noyau et un cytoplasme tout à fait autour. Comme vous voyez ici, on parle de forme de marguerite. Et vous voyez les taches d'hémoglobine déjà sont dès le début. Dès le début, ils sont ici, ça existe dans le cytoplasme du parasite. On parle bien sûr, de produits de dégradation de l'hématie, parce que les hématies sont très âgées. Et ça, ce qu'on vient de voir, bien sûr, au microscope. Ça, c'est pour les autres techniques. On passe aux autres techniques de diagnostic. On a des éléments de diagnostic on parle des éléments de rapides, tels que les éléments euh, comme vous voyez ici, les détections des antigènes circulants, c'est des tests rapides. On fait ces tests, c'est surtout dans les ondes endémiques, ça reste des tests de dépistage. Il y en a une bandelette à l'intérieur. Elle est, comme vous voyez ici, il y en a plusieurs nominations. Ici, c'est le Plasmodium falciparum vivax, ou bien plusieurs, il y a l'association de plus de deux espèces. Il y en a l'association de deux espèces. Donc, vous voyez ici les bandes. Si on a, bien sûr, la présence, on vient de mettre une goutte de sang ici. C'est comme le test de grossesse. On vient de mettre une goutte de sang ici. Et on a la bandelette qui est à l'intérieur. Si on a une positivité, on marque la présence de bandes que vous voyez ici qui sont épaisses. C'est des bandes qui sont épaisses qui induisent la positivité de ce test. On peut faire la biologie moléculaire ou bien le sérodiagnostic, c'est surtout pour les malades qui sont sous chimioprophylaxie, c'est-à-dire il y en a un niveau de parasitémie très faible dans le sang périphérique. C'est pour cela qu'on aura recours à ces tests. Par contre, ça reste la meilleure façon de faire le diagnostic, c'est les techniques de référence, la goutte épaisse et le frottis sanguin. Donc, on ne peut pas s'en en passer. On peut pas s'en passer de ces deux techniques. On passe aux autres s'il y en a un problème. C'est surtout chez les sujets qui sont sous chimioprophylaxie. C'est une chimioprophylaxie qui n'est pas adaptée à l'espèce en cause. C'est pour cela que le niveau de parasitémie il est très faible dans le sang périphérique. C'est pour ça on doit faire un diagnostic sérologique ou bien par la biologie moléculaire. Et comme vous savez, la biologie moléculaire, elle n'existe pas dans tous les laboratoires. C'est juste dans tous les labos, c'est juste dans les labos qui sont bien sûr plus ou moins privilégiés. Pour la conduite thérapeutique, c'est-à-dire pour le traitement du patient, donc ça sera son espèce en cause. Soit c'est du plasmodium vivax ovale ou bien malarié. On parle ici des formes bénignes. J'ai dit c'est une forme bénigne. Même pour le néolésie, ils sont sensibles à la chloroquine, ou bien à l'anivaquine. Par contre, si on a un doute pour le falciparum, on doit faire un autre traitement. Pour ces espèces, on peut donner un traitement péros et ça peut donner la régression des symptômes et ça va engendrer bien sûr la guérison du patient. Pour les formes hépatiques, on peut donner la primaquine, c'est-à-dire quand on parle, c'est-à-dire d'un stade ou bien d'une forme induite par un accès de reviviscence, c'est-à-dire après 5 ans, après quelques années du premier épisode de paludisme, il vient de faire un deuxième épisode de paludisme. On donne la primaquine. Par contre, dans la première invasion, c'est-à-dire la primo-invasion de, de cette maladie, du paludisme, on peut donner juste la chloroquine et ces espèces sont sensibles. Le moindre doute de falciparum, on ne donne pas de chloroquine. On va passer à la forme, euh, on passe à la forme bien sûr intraveineuse. C'est-à-dire pour l'accès simple au plasmodium falciparum, on parle d'accès simple s'il s'agit bien sûr des gens qui habitent dans ces zones d'endémie surtout. C'est-à-dire il n'y en a pas de conséquences graves neurologiques. On ne parle pas de neuropaludisme. On ne parle pas de conséquences métaboliques, acidose métabolique. On doit donner directement, si on suspecte le falciparum, on donne à titre curatif, on donne la quinine. La quinine en IV.
On peut donner aussi l'association de deux antipallidiens en même temps, mefloquine et l'aria. Et toujours, on doit faire un contrôle par un frottis sanguin ou bien une goutte épaisse, toujours un contrôle clinique et parasitologique le troisième jour après traitement, le G7 et le G28. Il est recommandé pour, bien sûr, évaluer le niveau de la parasitémie. Est-ce qu'il y en a? Bien sûr, c'est si le traitement donne un effet ou pas. Afin d'hospitaliser, c'est pour les gens où on a l'accès, pas lustre simple, soit pour les autres, soit pour le plasmodium falciparum ou bien pour les autres, ovaries ou bien vivax. Pour l'ensemble, on doit faire un contrôle parasitologique. Pour les enfants, même s'il y en a les autres espèces incluses, on doit hospitaliser l'enfant parce qu'il y en a un risque de mortalité, même s'il est dans une zone d'endémie. Quand il y en a, bien sûr, l'acciput pernicieux à falciparum, on aura les signes de gravité. Quand on parle de signes de gravité, on a dysfonctionnement métabolique et dysfonctionnement organique. Ça touche les organes nobles. Ça peut donner un neuropaludisme, comme ça peut donner, bien sûr, des conséquences graves sur le rein. Ça peut induire même l'insuffisance rénale. On a dit qu'il peut donner une hypoglycémie, il peut donner oligurie. Et en même temps, il peut donner une insuffisance rénale une acidose métabolique. C'est pour ça que la prise en charge doit être rapide et immédiate, avec un traitement symptomatique de tous les signes cliniques qui existent chez le patient qui est affecté, avec le traitement spécifique au palud, la quinine en intraveineuse. Pour la prévention et de la lutte contre le paludisme, qu'est-ce qu'on a comme qu'est-ce qu'on pourra avoir comme moyen? Le premier moyen, c'est quoi? C'est la chimioprophylaxie. C'est-à-dire la chimioprophylaxie, c'est lors d'un voyage dans une zone d'endémie. On doit prendre des médicaments qui sont spécifiques pour cette zone-là et pour spécifiques à l'espèce en cause. On doit lutter, bien sûr, contre la transmission de la maladie, c'est-à-dire contre l'anophèle. On doit limiter, voilà, cette transmission par des insecticides contre l'anophèle. Déjà, ça existait en Algérie auparavant, avant 1961, déjà à Alger, centre. C'était à Salammbé, mais c'est-à-dire lors de la lutte contre l'anophèle, on n'a pas de l'anophèle vectrice ici en Algérie pour le moment, parce qu'ils ont lutté contre l'anophèle vectrice. Maintenant, il y en a des mutations, même s'il existe de l'anophèle, c'est pas l'anophèle qui, elle ne peut pas transmettre la maladie. Donc l'Algérie maintenant, elle est indemne du paludisme parce qu'il n'y en a pas de transmetteur, mais il y en a de vecteurs, il n'y en a pas de vecteurs. Parce qu'il y en a des mutations génétiques, ils ont euh, endommagé, c'est-à-dire ils ont créé des mutations génétiques par les insecticides de ces moustiques. Donc c'est pour cela on n'a pas d'anophèle en Algérie qui peut transmettre la maladie. Elle n'est pas vectrice. Et ça reste euh, la meilleure alternative, c'est la recherche d'un vaccin. C'est bien sûr parce que s'il y en a une grande population mondiale qui est exposée à la maladie, qui est exposée, et la lutte, ça sera pas, bien sûr, la lutte, ça passe par contre la pauvreté à l'échelle mondiale. Vous avez vu, c'est les gens pauvres qui sont beaucoup plus atteints de la maladie. C'est pour cela, il faut lutter aussi contre la pauvreté, contre ce paludisme. Vous avez vu qu'il tue beaucoup plus auparavant, beaucoup plus que Corona. Et c'est la lutte contre la pauvreté et bien sûr les conditions de survie qui peut diminuer la transmission de paludisme. Et pour la chimioprophylaxie, elle est vraiment codée. C'est-à-dire il y en a des zones, comme vous avez vu, des zones où il y en a
une chimioprophylaxie spécifique, c'est-à-dire liée à la répartition de Plasmodium falciparum. On a dit que le traitement de Plasmodium falciparum, ça se passe par la quinine, c'est pas par la chloroquine. Donc c'est pour ça qu'ils ont détecté ces zones-là par la présence de Plasmodium falciparum. Le falciparum, il est résistant à la chloroquine. Par contre, il est traité par la quinine. C'est pour cela ils ont décrit 3 zones de de paludisme. On a des zones qui sont chimio-résistants, c'est-à-dire chloroquino-résistants, c'est-à-dire ils sont résistants à la chloroquine, ça, où il y en a la présence de Plasmodium falciparum. Il y en a une zone intermédiaire, donc la résistance, elle est intermédiaire, et il y en a où il y en a une certaine sensibilité par rapport la chloroquine. Donc il y en a la sensibilité à la chloroquine. Donc il y aura les autres espèces. Il y en a les autres espèces autres que Plasmodium falciparum. Pour les zones où il y en a le falciparum, on ne donne pas de la chloroquine, comme vous avez vu. Donc la première zone où il y en a une certaine sensibilité vers la chloroquine, donc ces espèces sont sensibles à la chloroquine, on donne comme prévention, comme médicament de prévention et la prophylaxie, c'est la chloroquine comme médicament que le sujet doit le prendre durant, bien sûr, son séjour. Pour la zone intermédiaire, on peut donner association de deux antipaludiens afin d'augmenter la résistance à l'affection du paludisme. Pour la zone 3 où il y en a résistance à la chloroquine, c'est-à-dire il y en a pas de il y en a le falciparum, donc il n'y en a pas de certaine sensibilité vers la chloroquine, on donne l'association de deux antipaludiens qui, bien sûr, qui sont plus ou moins, bien sûr, qui diminuent l'effet du Plasmodium falciparum. C'est la tovacum progranil malaron. Donc la première zone, c'est la chloroquine, où il y en a une certaine sensibilité. La deuxième, c'est la chloroquine avec un autre médicament, c'est la progranil, c'est la savanine. Pour la troisième zone, c'est deux médicaments en dehors de la chloroquine, bien sûr, qui affaiblit l'effet du Plasmodium falciparum, c'est la tovacum progranil, euh, c'est Malaron, ou bien c'est la Lariam qui est généralement très connue chez les sujets, les expatriés par exemple, les sujets qui passent dans ces zones d'endémie. Et on doit donner la prophylaxie adaptée à l'espèce connue dans la zone d'endémie pour ne pas induire d'autres conséquences graves pour le corps humain. Donc, et je vous remercie pour votre attention. Si on a n'importe quelle question, vous pouvez la poser. Donc, je vous attends si on a un truc à répéter ou bien à éclaircir. J'attends vos messages. S'il vous plaît, est-ce que vous avez entendu si on a n'importe quelle question, vous pouvez, bien sûr, m'envoyer